Commençons par ce que c'était vraiment que d'être membre d'équipage d'une forteresse volante, en progressant vers des réalités de plus en plus éprouvantes, le pire étant gardé pour la fin. Pour devenir membre d'équipage d'un B-17, il fallait logiquement passer par la formation en premier lieu, ce qui nous amène à un premier fait particulièrement troublant. Le programme d'entraînement de 9 mois pour les pilotes fut compressé à environ 9 à 10 semaines au plus fort de la guerre, quand les équipages se faisaient décimer à un rythme alarmant. Même chose pour les mitrailleurs, les navigateurs et les bombardiers. Il n'est donc pas étonnant qu'environ 25 000 aviateurs américains aient trouvé la mort durant la guerre dans des accidents d'entraînement sans aucune intervention ennemie. Ils n'étaient pas tous équipages de B-17, mais la majorité l'était, car la forteresse volante était le bombardier de labeur, notamment sur le théâtre européen, avant l'arrivée du B-24 Liberator et du B-29 Superfortress. L'une des principales causes d'accidents était l'entraînement aux formations serrées. Quand les B-17 furent décimés par les chasseurs-intercepteurs allemands en début de guerre, ils durent voler en formation très compacte, les ailes des bombardiers se glissant sous et au-dessus de celles des autres. L'objectif était de créer des champs de tir qui se recoupaient pour les mitrailleuses embarquées, rendant ainsi les attaques des chasseurs de la Luftwaffe plus hasardeuses. Mais voler ainsi pendant de longues heures tout en maintenant la formation sous les attaques et les tirs de la flak était loin d'être simple, sans parler de l'apprentissage de la technique. Les équipages de bombardiers disaient d'ailleurs que la partie la plus difficile d'une mission était le décollage et la mise en formation dans l'affreux brouillard et les nuages anglais. Tous les bombardiers devaient décoller des pistes de leur base aussi rapprochées que possible, s'élançant à des intervalles de seulement 30 à 45 secondes. Pendant que le premier bombardier approchait de l'extrémité de la piste sans encore être en l'air, le suivant avait déjà commencé sa course derrière lui. Il devait ensuite se regrouper en formation dans le ciel. On utilisait même d'étranges B-17 à l'aspect déconcertant, des anciens modèles baptisés appareils de ralliement, peints au marquage distinctif pour une meilleure visibilité et guider les formations. Comme vous pouvez l'imaginer, les collisions en plein ciel furent nombreuses et catastrophiques, ce qui n'est guère recommandable dans un bombardier surchargé de carburant et de bombes. Si vous parveniez à survivre à l'entraînement, vous deviez ensuite survivre aux conditions de vol à bord d'une forteresse volante, ce qui était plus difficile qu'il n'y paraît. À l'époque de sa conception, les cabines pressurisées en étaient encore au stade expérimental, et la forteresse volante volait sans pressurisation. Cela signifie qu'il n'y avait aucun système à bord pour maintenir une pression d'air stable au fur et à mesure de la montée en altitude. Plus on monte, plus l'air se raréfie et plus la pression chute rapidement. Au lieu de respirer normalement comme dans un avion moderne, l'équipage d'un B-17 était exposé à la même pression atmosphérique qu'à l'extérieur de l'appareil. À 6000 ou 9000 mètres d'altitude, c'est à peine un tiers de la pression au niveau de la mer, ce qui signifie que l'organisme manquait d'oxygène pour fonctionner correctement. Respirer donnait l'impression de tirer de l'air à travers une paille. Et après quelques minutes sans oxygène, on commençait à ressentir des vertiges et de la confusion avant de perdre complètement connaissance. Ajoutez à cela le froid glacial et les violents courants d'air s'engouffrant par chaque meurtrière de mitrailleuse, et vous pouvez imaginer le genre d'environnement dans lequel ces hommes devaient se battre. L'équipage se trouvait en quelque sorte dans la même situation que quelqu'un qui roulerait à 320 km à l'heure sur une autoroute dans une décapotable. Sauf que cette autoroute se trouvait à 9000 mètres d'altitude et que la température y avoisinait les moins 51 degrés Celsius. Les deux plus grands dangers qui menaçaient l'équipage avant même d'atteindre l'ennemi étaient donc l'hypoxie et les gelures. Les équipages de la forteresse volante devaient emporter des masques à oxygène et des combinaisons chauffantes. Le seul problème, outre le fait que les deux systèmes étaient notoirement peu fiables, c'est qu'on évoluait dans un espace aérien ennemi extrêmement hostile, où les Allemands mettaient tout en œuvre pour empêcher le bombardement de leur pays. Si quoi que ce soit de brûlant se déplaçant à grande vitesse, comme l'un des millions d'obus de flak tirés ou les chasseurs intercepteurs déterminés de la Luftwaffe avec leurs canons et leurs mitrailleuses, traversait la fine peau en aluminium de votre bombardier et touchait ces systèmes, vous étiez tout simplement cuit. En plus du système principal d'oxygène fonctionnant délibérément à basse pression pour ne pas exploser violemment s'il était touché, les équipages disposaient aussi de bouteilles d'oxygène portatives pour les urgences ou pour se déplacer à l'intérieur du bombardier selon les besoins. Elles leur donnaient quelques minutes d'air en cas d'urgence, sinon ils devaient descendre à une altitude plus basse avec davantage d'oxygène ou sauter en parachute. Les vétérans rapportaient que si quelque chose se déréglait dans le système, l'homme s'endormait tout simplement, et si personne ne venait à lui en l'espace de 5 minutes, c'en était fini de lui. Parlons maintenant de la température. Voler pendant de longues heures à plusieurs kilomètres d'altitude transformait la cabine non pressurisée en un tunnel de vent glacial. Les équipages devaient porter ce qu'on appelait des combinaisons électrochauffantes pour rester en vie.
Mais là encore, de nombreuses choses pouvaient mal tourner avec ce système, et soit vous surchauffez, soit pire, s'arrêter et vous exposer aux gelures ou même à une mort par hypothermie. Les gelures étaient fréquentes, et en touchant les mitrailleuses sans gants, on pouvait perdre la peau ou des doigts très facilement. Il faisait si froid que le sang gelait en quittant le corps d'un homme blessé. Et je ne l'invente pas, c'est ce que rapportaient les vétérans. On peine à imaginer l'inconfort et le danger qu'il y avait simplement à voler dans un B-7. Dans ces combinaisons encombrantes avec un parachute dans le dos, tout en tenant son poste exigu, les yeux écarquillés à guetter l'apparition des chasseurs ennemis. Ce qui nous amène aux deux plus grands dangers qui menaçaient les équipages de B-17 une fois en espace aérien hostile, après leur propre bombardier. Le principal système anti-aérien allemand était celui des canons à haute vélocité, universellement connu sous le nom de Flak. Quelques millions de servantes allemands desservaient des dizaines de milliers de ces canons, organisés en ceintures défensives autour des villes les plus importantes et des complexes industriels que les B-17 ciblaient bien évidemment. Il n'y avait pas grand-chose à faire sinon prier pour que l'obus n'explose pas trop près de votre bombardier. Ces obus de flak de 88 mm étaient guidés par des radars allemands et des systèmes de conduite de tir ingénieux pour l'époque, capables de coordonner des dizaines de canons simultanément, qui pouvaient cracher énormément d'obus en très peu de temps. Chaque obus pesait environ 10 kg et contenait 1 kg d'explosifs. À l'explosion, il créait un rayon mortel d'éclat qui traversait aisément la peau en duralumin du bombardier et tout ce qui se trouvait derrière, à savoir la chair humaine. Ce sont ces bouffées de fumée noire que vous avez vues dans les images d'archives de la Seconde Guerre mondiale. Ces nuages étaient parfois si denses que les équipages disaient avoir l'impression de pouvoir en descendre et marcher dessus. Être touché par la flaque était décrit dans des termes horrifiants pour ce qu'elle pouvait faire à un corps humain. Les aviateurs qui survivaient souffraient du traumatisme psychologique d'avoir vu leurs camarades décapités ou coupés en deux par les éclats. Les équipages portaient des gilets pare, éclats, mais ceux-ci n'offraient aucune protection contre les éclats atteignant le cou et le visage. Et un impact direct d'un obus de flak, surtout si le bombardier n'avait pas encore largué ses bombes, était au-delà de toute description. Il faut toutefois souligner que la forteresse volante ne cessa de stupéfier tout le monde tout au long de la guerre, rentrant de mission avec des sections entières manquantes. Certains survivaient même à des impacts directs d'obus de flak explosant à l'intérieur, rentrant à la base sans cockpit ou volant difficilement sur un ou deux moteurs seulement sur 4, alors que cela semblait impossible. Il en allait de même pour les tirs des chasseurs allemands. À mesure que les missions de bombardement s'intensifiaient, les Allemands déployèrent leurs pilotes d'élite de la Luftwaffe depuis le front de l'Est, spécifiquement pour intercepter et abattre les bombardiers. Des chasseurs comme le Messerschmitt Bf-109, le Focke-Wulf 190 ou le redouté Me-262 à réaction, en fin de guerre, étaient équipés de canons automatiques de 20 et 30 mm et de lourdes mitrailleuses, jusqu'à des roquettes aériennes expérimentales lancées dans les formations de bombardiers. Une seule rafale bien placée pouvait faire un carnage à l'intérieur d'un bombardier. Les premiers modèles du B-17, que les Britanniques avaient d'abord essayés, n'avaient pas de mitrailleur de queue et ne possédaient que quelques mitrailleuses, surtout du calibre 7, 62 mm. Cela ne se passa pas très bien face aux attaques de chasseurs. Le modèle G de la forteresse volante finit par embarquer 13 mitrailleuses de calibre 12, 7 mm réparties dans plusieurs tourelles et en configuration double. Les Allemands déployèrent alors une tactique très audacieuse, notamment quand un B-17 ne disposait pas encore d'une tourelle frontale, consistant à l'attaquer de face et à balancer une longue rafale dans le cockpit, déchirant les pilotes et les commandes. Cette approche se révéla extrêmement meurtrière pour les forteresses volantes et des mitrailleuses frontales furent rapidement installées pour y remédier. Le problème principal au début était que la formation seule ne suffisait pas à les protéger des chasseurs intercepteurs et hélas, un grand nombre d'entre eux furent abattus. En raison du poids, les munitions embarquées pour leurs mitrailleuses de 12,7 mm ne représentaient qu'environ 1 minute de tir continu total. Ainsi, attaqués par des essaims de chasseurs allemands, les bombardiers se retrouvaient bientôt à court de munitions et totalement sans défense. Sur les 5548 bombardiers lourds américains perdus au combat, environ 2400 sont attribués à la Flak et 2400 autres aux chasseurs, le reste, soit environ 700 bombardiers, ayant disparu pour diverses autres raisons telles que des accidents et des défaillances mécaniques. Certaines missions virent les B-17 subir des pertes tout simplement catastrophiques, et la principale cause en était les chasseurs ennemis. On croyait au départ qu'une multitude de mitrailleuses et des formations serrées suffiraient. Mais lors de missions désastreuses comme les raids sur les bases de sous-marins de la côte française, où presque 20% des B-17 furent abattus, la réalité se chargea de prouver le contraire de manière catastrophique. Les chasseurs alliés, comme les 47 Thunderbolt, les 38 Lightning et les Spitfire, commencèrent à accompagner les bombardiers.
Et quand les chasseurs intercepteurs allemands arrivaient, ils s'engageaient en combat tournoyant pour protéger les bombardiers. Mais le problème était que les chasseurs avaient une autonomie bien inférieure à celle des bombardiers, n'ayant jamais été conçus pour pénétrer profondément en territoire ennemi, mais pour opérer à proximité de leur base. Ils escortaient donc les bombardiers aussi longtemps que le carburant le permettait. Et quand ils atteignaient la limite au-delà de laquelle ils ne disposaient plus que de la quantité minimale pour rentrer, ils devaient faire demi-tour et laisser les bombardiers continuer seuls. Et comme les Alliés voulaient s'attaquer aux usines produisant des pièces pour les avions de chasse allemands, les bombardiers devaient effectuer le reste du trajet, la partie la plus vulnérable, sans escorte. C'est ainsi que se produisirent les 2 journées les plus noires pour les équipages de Bdisset, 2 jeudis noirs. Le premier fut le raid sur Regensburg et Schweinfurt, le 17 août 1943, quand une attaque double audacieuse sur des usines aéronautiques au cœur de l'Allemagne fut lancée. L'idée était de semer la confusion chez les chasseurs allemands en attaquant sur 2 axes afin qu'ils ne puissent se concentrer que sur l'un d'eux. Après le bombardement, un groupe devait rejoindre des bases en Afrique du Nord, l'autre rentrer en Angleterre. Cependant, de mauvaises conditions météorologiques firent partir les 2 flux de bombardiers avec des heures d'écart au lieu de simultanément, permettant aux Allemands d'attaquer d'abord l'un, puis l'autre. Après le demi-tour de leur escorte, les bombardiers continuèrent seuls et se retrouvèrent rapidement submergés par des vagues de chasseurs allemands qui les attaquaient en continu, ne repartant que pour se réarmer et se ravitailler avant de revenir à l'attaque. Le résultat de la mission fut des dégâts sur les usines réparées en quelques semaines. Sur 376 B-17 engagés, 60 furent abattus, 90 endommagés au-delà de toute réparation et environ 600 aviateurs tués ou portés disparus, sans compter de nombreux prisonniers. Puis, comme le résultat ne correspondit pas aux espoirs du commandement allié, ils recommencèrent, bien déterminés à ne pas répéter les mêmes erreurs. Vint alors le second jeudi noir, un deuxième raid sur les mêmes cibles le 14 octobre 1943. Les bombardiers furent repérés au radar et plus de 300 chasseurs de la Luftwaffe décollèrent pour les intercepter. Cette fois, sur 291 Bdix-7 lancés, 77 furent abattus et 120 autres endommagés. Une fois encore, environ 600 aviateurs furent tués, portés disparus ou faits prisonniers. Ces raids en profondeur furent finalement temporairement suspendus. L'escorte longue portée avec des réservoirs largables résolut ensuite ce problème, notamment quand le P-50 et un Mustang entra en service et put accompagner les bombardiers jusqu'à Berlin et retour. Mais le risque restait toujours élevé. Il était plus faible face aux chasseurs désormais, mais la flaque était toujours là jusqu'à la toute fin de la guerre. Comme vous pouvez le constater, les pertes furent si élevées à plusieurs moments de la campagne de bombardement que les Alliés furent très proches de l'annuler totalement. Mais hélas, au prix de milliers d'équipages de bombardiers et de centaines de milliers de civils, ils poursuivirent coûte que coûte. On dit que la campagne de bombardement abrégea la guerre d'1 an, mais elle causa peu, être aussi d'horribles destructions et des morts civiles bien au-delà de ce qui était nécessaire. En 1943, les pertes moyennes par mission étaient d'environ 8%, ce chiffre atteignant 30% lors des pires journées. Mathématiquement, avec un tel taux d'attrition, seulement environ un tiers des équipages pouvaient espérer terminer leur quota de 25 missions, qui fut ensuite porté d'abord à 30, puis à 35. Quelques 38% des équipages achevèrent leur tour de service, tous les autres étant tués, capturés ou blessés. Environ 26 000 membres d'équipage de la 8e armée de l'air furent tués et plus de 28 000 faits prisonniers. Ce qui nous amène au prochain fait particulièrement troublant. Les prisonniers de guerre, du moins ceux qui survécurent pour le devenir. Quand il était évident que le bombardier ne rentrerait pas à la base, le pilote actionnait l'alarme pour ordonner l'évacuation. Il s'efforçait de maintenir l'appareil stable sur pilote automatique s'il le pouvait, pendant que l'équipage se précipitait par les trappes étroites avec leurs combinaisons de vol et leurs encombrants parachutes. Dans de nombreux cas, le bombardier était en vrille incontrôlable pendant que l'équipage luttait contre les forces d'accélération et tentait de sortir d'un appareil déjà probablement en flammes. En moyenne, seulement environ 50% d'entre eux parvenaient à sauter. Ensuite, pour ceux qui avaient la chance de ne pas être percutés par le bombardier en sautant et que leur parachute n'était pas déchiré par des éclats de flaques ou en feu et se déployait correctement, une nouvelle série de dangers les attendait. Premièrement, survivre au trajet jusqu'au sol, flottant impuissants sous leur parachute. Les chasseurs allemands aimaient parfois mitrailler les équipages sous leur parachute, et c'est précisément pourquoi les parachutes furent modifiés et rendus plus petits afin qu'ils chutent plus vite, laissant moins de temps aux chasseurs allemands pour les abattre. Cela signifiait toutefois percuter le sol avec une force considérable, à peu près comme sauter d'un premier étage. Et quand ils touchaient le sol,
Ils étaient accueillis par les personnes mêmes dont les familles étaient tuées par les bombes qu'eux et leurs camarades larguaient et dont les maisons étaient réduites en ruines. Certains furent conduits en captivité sans trop de difficultés et vécurent comme prisonniers de guerre jusqu'à la fin du conflit. Mais d'autres connurent un sort bien plus sombre. Il est compréhensible que les gens au sol, dont les proches avaient peu, être été tués par l'une des milliers de bombes que vous et vos camarades veniez de lâcher, ne soient pas vraiment ravis de vous voir. La propagande nazie les dépeignait comme des terroristes du ciel, et à bien y réfléchir, ils l'étaient. Des données indiquent qu'environ 1000 aviateurs alliés furent lynchés par des foules en colère avant que les forces régulières allemandes ne puissent les capturer. On a ainsi l'exemple du massacre de Rüsselsheim, où une foule tua 6 aviateurs sur 8 à coups de pierre, et de nombreux autres cas dont la vérité ne fit surface que des années après la guerre. Des procès de soldats et de civils ayant exécuté des membres d'équipage de forteresses volantes furent bien organisés après la guerre, mais seul un petit nombre d'entre eux furent condamnés, car il était difficile d'en apporter la preuve. Si vous arriviez dans un stalag, une longue période ennuyeuse et inconfortable vous attendait. Encore pire si vous étiez grièvement blessé lors du saut. La nourriture était rare, les conditions pas toujours des meilleures, et environ 1300 membres d'équipage capturés moururent en captivité pour diverses raisons. De nombreux survivants virent la fin de la guerre pesant à peine 36 kg dans un état de santé épouvantable. Le B-17 largoit environ 640 000 tonnes sur un total de 1,6 million de tonnes de bombes lâchées par les forces aériennes alliées durant la guerre. Ce que ces bombes firent au sol n'avait rien d'autre que de l'horreur. La stratégie de bombardement qui ciblait initialement les objectifs industriels et militaires bascula rapidement vers le bombardement de tout ce qui était allemand. Les tactiques évoluèrent vers des raids massifs et ce qu'on appela le bombardement de zone. Des centaines de Bdix-7, lors de certaines missions jusqu'à 1 millier de bombardiers, survolaient les villes allemandes et les rasaient purement et simplement. Ils larguaient des combinaisons de bombes hautement explosives et incendiaires pour créer des tempêtes de feu qui engloutissaient des villes entières dans les flammes. Les victimes civiles allemandes sont estimées entre 500 000 et 800 000, avec plus de 120 villes pratiquement réduites en décombres. Vous avez probablement entendu parler d'exemples comme Dresde, qui était totalement dépourvu de toute importance stratégique, et pourtant fut bombardé en continu pendant plus de 3 jours, avec 4000 tonnes de bombes larguées qui effacèrent presque la ville de la carte. Environ 25 000 personnes périrent dans ce seul raid, comme ça, en un rien de temps. Il y eut aussi le raid sur Hambourg, où 40 000 civils moururent lors d'un bombardement continu de 10 jours. Et maintenant, après avoir entendu toutes ces choses troublantes, parlons des incroyables. Les choses qui se produisirent réellement et stupéfièrent tout le monde. Le 1er février 1943, une formation de Bdix-7 décolla de Biskra, en Algérie, en direction des ports de mer occupés par les Allemands en Tunisie. Parmi eux se trouvait un bombardier que l'équipage avait surnommé All American. Ils larguèrent leurs bombes et entamèrent les 480 km de retour quand 2 chasseurs Messerschmitt fondirent sur eux en attaque frontale. Les mitrailleurs ripostèrent et le premier chasseur s'écrasa en flammes. Cependant, alors que le second commençait à s'écarter, son pilote fut touché et perdit le contrôle. Le chasseur allemand rata le mitrailleur de flanc de peu, et son aile trancha la queue de l'All American, la séparant presque entièrement du fuselage. Le mitrailleur de queue et son poste n'étaient plus reliés au reste du bombardier que par quelques lamelles d'aluminium du côté droit et des morceaux de plancher. Depuis un autre Bdix-7, le lieutenant Charles Cutforce prit une photographie qui devint l'une des images les plus frappantes de la guerre aérienne. Une forteresse volante dont la queue ne tenait plus qu'à un fil et qui était pourtant encore en l'air. Avec presque tous les câbles de commande de la queue sectionnés et la moitié des éléments nécessaires au vol manquant, selon toutes les règles de l'aviation, cet appareil n'aurait absolument pas dû voler. Pourtant, le pilote automatique était enclenché au moment de l'impact. Et comme il utilisait des câblages électriques et des servomoteurs au lieu des câbles mécaniques désormais sectionnés, les pilotes pouvaient encore travailler avec ce qui restait et maintenir le bombardier à peu près stable pendant que la queue oscillait et se balançait. La formation ralentit pour protéger leur forteresse blessée, et l'All American, contre toute attente, parvint à rentrer et atterrit sans que l'équipage ne soit sérieusement blessé. Il fut même réparé et continua à voler des missions jusqu'à la fin de la guerre. Si cela vous semble déjà incroyable, regardez ce qui suit. Le 3 janvier 1943, au-dessus de Saint-Nazaire, en France, le mitrailleur de tourelle ventrale Alan Magee se trouvait à bord du Bdix-7 baptisé Snap Crackle Pop lors d'un grand raid. Il avait 20 ans et 6 missions derrière lui, mais la 7e serait celle dont il se souviendrait toute sa vie. À l'approche de l'objectif, le ciel se remplit d'éclats de flaques. Un tir détruisit un moteur, puis un impact direct fracassa l'aile droite. L'appareil mortellement touché partant en vrille incontrôlable, Alan tenta de sortir de la tourelle.
Comme celle-ci ne faisait guère plus d'1,20 m de diamètre intérieur, son parachute ne pouvait pas y tenir avec lui et était donc rangé dans le fuselage. En cas de problème, il devait faire pivoter la tourelle pour l'aligner avec l'ouverture, ouvrir la trappe, se hisser à l'intérieur, attraper le parachute, l'endosser et sauter. Tout cela pendant que le bombardier pouvait être en feu ou en train de se désintégrer, ce qui était précisément ce qui se passait. Il réussit à regagner le fuselage pour découvrir que son parachute avait été mis en lambeaux par les éclats de flak. Alors que le B-17 se déchirait à environ 6000 mètres d'altitude, un autre obus de flak le frappa et le souffle projeta Alan dans le vide sans parachute. En chute libre depuis environ 6400 mètres, il perdit connaissance par manque d'oxygène et sous l'effet du froid extrême. Après un court instant, son corps inconscient traversa le toit vitré de la gare de Saint-Nazaire. Cependant, la verrière inclinée le ralentit juste suffisamment avant qu'il ne touche le sol pour ne pas mourir sur le coup. Des soldats allemands le trouvèrent vivant avec le bras et la jambe droit fracturés, des blessures au nez et à un œil, et 28 plaies d'éclats s'accrochant à la vie de justesse. Ils furent tellement stupéfaits de le voir respirer qu'ils lui prodiguèrent immédiatement des soins médicaux. Après traitement, il survécut effectivement, et passa ensuite 18 mois prisonnier de guerre jusqu'à ce que les forces alliées libèrent son camp en 1945. Il vécut jusqu'à l'âge de 84 ans. Même pour lui, il n'était pas très clair comment il avait survécu. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'Alan ne fut pas le seul. Le sergent-chef Eugène Moran tenait les mitrailleuses de queue d'un 17 lors d'un raid sur l'Allemagne. Les chasseurs de la Luftwaffe frappèrent son bombardier violemment. Il fut touché aux 2 bras. Une explosion lui brisa les côtes. Et pour aggraver encore les choses, son parachute avait été déchiqueté. Un impact catastrophique sectionna ensuite toute la queue du fuselage et en un instant, Moran se retrouva à l'intérieur d'une section de queue détachée, tournoyant vers le sol depuis environ 6000 mètres. Culbutant à environ 30 mètres par seconde, il cessa de lutter, accepta ce qui semblait être une mort certaine et tenta de se détendre. La queue en chute heurta un grand pin, qui amortit l'impact juste suffisamment pour le maintenir en vie quand elle toucha le sol. Les soldats allemands arrivés sur le site du crash furent abasourdis de le trouver en train de respirer. Ses blessures étaient graves, incluant un crâne fracassé. Il fut cependant soigné, et un médecin serbe prisonnier de guerre prit soin de lui avec les maigres ressources dont il disposait et parvint en quelque sorte à le maintenir en vie. Moran endura 18 mois dans des camps allemands et survécut pour voir la libération. En janvier 1944, le mitrailleur de queue James, à bord d'un B-17 baptisé Skippy, vécut quelque chose de similaire près d'Athènes quand son bombardier entra en collision avec une autre forteresse dans les nuages. Comme Moran, il chuta vers le sol à l'intérieur d'une queue détachée. Et pendant sa chute, il ne réalisa même pas qu'il était séparé du reste du bombardier. Après quelques minutes de chute libre qui lui parurent une éternité, sa section de queue heurta des arbres qui brisèrent sa chute et lui sauvèrent la vie. Il se hissa hors de la queue et ne réalisa qu'à ce moment-là qu'il se trouvait seul. James fut ensuite secouru par des moines orthodoxes grecs. Si vous pensez que survivre à une chute de 6000 mètres sans parachute ou voler sans queue représentait les limites de la chance à bord d'un bombardier, considérez ce qui arriva à la Lovely Julie au-dessus de Cologne le 15 octobre 1944, quand un impact direct de flak arracha tout l'avant du bombardier. Le premier lieutenant Lawrence de Lancy venait juste de regarder son bombardier larguer leur bombe quand un obus explosa dans le compartiment de nez. Le souffle tua instantanément le sergent-chef George Abbott, mais son corps absorba la majeure partie des éclats qui auraient atteint le reste de l'équipage. Le nez entier disparut. Le plexiglas et le revêtement en aluminium s'envolèrent et toute la partie avant était à l'air libre. Le tableau de bord était en charpie. Plus d'indicateurs de vitesse, plus d'altimètres, plus de compas, et le système d'oxygène avait disparu. Ne voyant qu'une seule option offrant une chance de survie, De Lancy descendit à une altitude plus basse pour pouvoir respirer, ce qui les plaçait à portée de tous les canons allemands entre Cologne et la Manche. Le navigateur Raymond Léo avait perdu ses cartes et son équipement dans le souffle et devait donc les guider en territoire ennemi sans eux, pendant que le vent glacial fouettait leurs visages et que le bombardier pouvait rendre l'âme à tout instant. Malgré tout cela, ils traversèrent la Manche dans cet état de navigabilité précaire et atteignirent l'Angleterre. Sans volet ni frein fonctionnel, Delancey posa tant bien que mal la forteresse blessée sur la piste sans les tuer tous, et il reçut l'étoile d'argent pour cet exploit.